chez les cultivateurs, les éleveurs et les cueilleurs. Il y avait donc une densité maximale et une densité optimale de la population, variable selon son environnement immédiat, c'est-à-dire selon la nature du sol, les précipitations, la topographie, les possibilités d'approvisionnement supplémentaire, l'état des techniques et le régime de partage ou de distribution des ressources. Les pêcheurs étaient sédentaires et déplaçaient rarement leur village. Cependant, les variations saisonnières du régime des cours d'eau pouvaient les amener à faire des expéditions lointaines. Ils s'installaient alors dans des campements ou sur des bancs de sable, comme sur le Zaïre ou le Kasaï, parfois à des centaines de kilomètres des villages où ils avaient laissé leur famille. Les pêcheurs installés sur le littoral ou au bord des grands lacs étaient les plus sédentaires. Grâce aux moyens de transport peu coûteux que leur offraient leurs bateaux, beaucoup de pêcheurs devenaient commerçants, servant d'intermédiaires entre diverses populations terriennes. Il va de soi que les populations habituées à se déplacer pouvaient avoir d'autres raisons que des raisons économiques. Le départ d'un groupe était souvent hâté par un accroissement de la mortalité, par des conflits avec d'autres groupes ou par la nécessité de se défendre. La mobilité des individus était elle aussi considérable. Les femmes épousaient souvent un homme d'un autre village. Les fils allaient vivre dans la famille de leur mère. Les esclaves, les prêteurs sur gage, les marchands et les pèlerins, de même que les sorciers réputés et les chasseurs, circulaient beaucoup d'un groupe à l'autre. Le stéréotype selon lequel certaines ethnies africaines n'avaient aucun contact avec le monde extérieur n'est pas plus fondé que le stéréotype opposé de l'errance perpétuelle. Il convient de souligner que la distinction entre déplacements ordinaires et déplacements extraordinaires était beaucoup plus ténue dans le cas des individus, même s'ils pouvaient, en s'additionnant, produire des résultats spectaculaires. On peut ainsi considérer la traite des esclaves après 1660 comme un événement ordinaire concernant des individus. Or, le transport des esclaves vers l'Amérique est de loin le mouvement de population le plus important que l'Afrique ait connu. L'urbanisation suppose aussi des mouvements de population. Au début du XIVe siècle, la ville de Zimbabwe comptait peut-être 10 000 habitants, ce qui suppose une migration intérieure vers la ville. Après l'épuisement des terres cultivées, les habitants abandonnèrent la ville et retournèrent dans les villages. Leur dispersion représente également un mouvement de population important. L'urbanisation et la traite des esclaves mis à part, nous avons très peu de renseignements sur les déplacements des individus et même des familles. Pour mieux connaître ces déplacements, il faudrait savoir dans quelle proportion la densité des populations a varié selon les décennies et les régions. Mais il est certain que des déplacements individuels ont eu lieu et qu'ils pouvaient suffire à modifier sensiblement la densité d'une population. Typologie des mouvements inhabituels de population. Les mouvements inhabituels et collectifs de population se divisent en deux grandes catégories. Les courants migratoires et les migrations proprement dites. Les premiers sont progressifs et lents, tandis que la migration proprement dite est un mouvement subi. De plus, un courant migratoire n'implique pas nécessairement l'abandon d'un territoire d'origine, sauf parfois à long terme, alors que cet abandon est la règle pour la migration. Ces deux catégories de mouvements de population se subdivisent en plusieurs types. Un courant migratoire est appelé expansion quand il agrandit le territoire d'un groupe et diaspora, quand il est continu et se traduit par la fondation d'établissements séparés. D'autre part, on distingue les migrations de masse. Les migrations de bandes, généralement une bande de guerriers pillards, et les migrations d'élite,
c'est-à-dire de groupes très restreints, dont l'arrivée provoque d'importants changements dans la société qui les accueille. L'importance historique et l'ampleur d'un mouvement de population dépendent du nombre de personnes qui se déplacent, de la distance parcourue, de la durée du mouvement, de ses causes et de ses conséquences. Il faut tenir compte de tous ces facteurs dans chaque cas, mais ils ne peuvent servir à établir une classification parce que leur signification est trop variable. Ce sont donc les caractéristiques du mouvement lui-même que nous étudierons pour chacun des 5 types de migration définis précédemment. Les expansions. Étant donné la mobilité naturelle de la plupart des populations africaines, les expansions sont innombrables. Elles présentent des caractéristiques différentes selon le mode de vie de la société considérée. L'agriculture itinérante devient expansion quand elle suit une direction donnée, de préférence à une trajectoire aléatoire ou circulaire.